Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire hebdomadaire de l'Association française des analystes techniques pour ce week-end du 15 août. Alors, je suis ravi de présenter à nouveau ce webinaire hebdomadaire, Vincent Gagne donc. Alors, je vous annonce tout de suite le plan de ce point de marché, de ce tour d'horizon. Une première partie qui sera donc une introduction sous la forme en fait d'une chronique, donc un peu, comme vous pouvez le constater, vidéo, où je vais revenir sur les thèmes fondamentaux du moment, les thèmes fondamentaux de la semaine, car oui, il faut croiser cela avec l'analyse technique. Alors, un récapitulatif de la semaine, et puis même finalement depuis le début du mois d'août, car c'est un mois connu pour son faible volume, tout simplement parce que les grandes salles de marché sont vides, se sont vidées généralement, 3 premières semaines d'août, puis après reviennent tous, les institutionnels. Mais pourtant, souvent en août, des mouvements importants ont lieu. Regardez le CAC 40, les actions européennes, elles ont pris jusqu'à 6% depuis la session du lundi 3 août. Donc, on n'est pas passé loin de rejoindre les sommets du rebond technique, atteint en juin dernier. 3400 points du contrat futur Euro 50, 5002 du CAC 40. Le contrat futur S&P 500 est à 10 points de ses records historiques. Le Nasdaq, n'en parlons pas, il établit déjà depuis longtemps des nouveaux records historiques. Alors, voici le plan, puisque là, je suis en train de m'égarer. Alors, le plan, tout d'abord, je prends mes notes tout de même, l'introduction. Première partie, nous passerons en revue les actions européennes depuis 2 semaines. Les indices, la structure de la hausse, c'est-à-dire la composition sectorielle de la hausse, et ça, c'est primordial. Ce sera donc la deuxième partie, avec un focus sur les secteurs bancaires, automobiles, le tourisme aussi, vraiment les secteurs les plus cycliques au sein de la value. Là, ça me semble aussi très important de voir cela. Et puis, nous verrons en troisième partie les indices américains, avec un passage en revue du S&P 500 notamment, Nasdaq. Quatrième partie, hors argent, un point sur les volumes institutionnels. Vous allez voir en fait que dans le choc qu'il y a eu en début de semaine sur l'or et l'argent, même s'ils ont déjà bien repris, ce sont tout simplement des prises de profit des institutionnels sur le contrat futur et les contrats d'options. Eux, ils ont commencé à payer dès le mois d'avril. Donc, on va croiser ces données institutionnelles de capitaux, de flux, avec l'analyse technique de l'or et l'argent. L'euro-dollar en cinquième partie, et enfin, en sixième partie, les crypto-monnaies, avec la mise en évidence de Link, la crypto qui vient d'intégrer le top 5 en capitalisation boursière. Les principales cryptos. L'analyse technique telle des cryptos reste haussière. Bref, voilà, chers auditeurs, donc le plan. Alors, les thèmes fondamentaux, j'essaie quand même d'accélérer. On a parlé de quoi cette semaine? Le vaccin. Bon, le vaccin, il arrive. Il arrive, on a compris, plus d'une centaine de sociétés, eh bien, travaillent dessus. Une centaine de sociétés. La Russie a annoncé avoir son vaccin commercialisé dès janvier 2021, on verra, par l'intermédiaire de Vladimir Poutine. Aux États-Unis, c'est Moderna, en phase 3, soutenu par le gouvernement américain, déjà des milliards de commandes de dollars, pas de vaccin. Ils ont commandé 100 millions, je crois. La macro bat les attentes. La recovery est plus rapide. Si on prend les dernières statistiques américaines du mois de juillet, la macro, ou encore la semaine dernière l'emploi, la macro est quand même meilleure qu'attendue. Ça se reprend. C'est moins pire qu'envisagé en termes d'emploi. Donc ça fait partie des éléments qui ont soutenu les actions depuis le début du mois d'août. Je mets à part la séance de vendredi, ce vendredi 14 août, baissière, mais on n'efface pas toute la hausse depuis le début août. Je vais y venir après. Alors, troisième élément, la trade war revient quand même. La trade war, il ne faut pas l'oublier, on peut entendre de plus en plus parler entre les États-Unis et la Chine. Quatrième point, très important, la politique aux États-Unis. Ça, c'est majeur, ça pourrait être historique. D'ailleurs, si
Le plan de relance, j'y viens juste après, le fameux stimulus numéro 2, n'est toujours pas approuvé au Congrès des États-Unis entre démocrates et républicains. C'est parce que les démocrates veulent y ajouter un financement pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour la poste, le vote à distance pour l'élection présidentielle américaine en novembre, et Donald Trump ne veut pas, parce que lui, il veut reporter les élections. Il veut garder le pouvoir. Ça, c'est compliqué. C'est historique pour la démocratie américaine. C'est un risque. Je vois ça comme un risque. Les banques centrales, on a compris qu'elles sont toujours en soutien. Que dire de plus? Ma foi, rien. Si, tout de même, la Fed ralentit nettement ses achats depuis que le S&P 500 approche de ses records historiques. Donc, il y a vraiment un lien au marché action. Alors, le stimulus numéro 2, le plan de relance numéro 2, toujours en débat, républicain-démocrate, c'est en fait l'actualité fondamentale majeure de la semaine. Et c'est probablement ça qui crée de la volatilité. En fait, la volatilité, alors on la voit sur les actions européennes surtout, hein, c'est vraiment elles qui prennent cher à chaque fois. Le Nasdaq reste bien orienté. Les actions classiques américaines, comparées le S&P 500, l'Eurostoxx 50 et le DAX, à croire que c'est en Europe que le plan de relance n'est pas voté. Mais les grandes cycliques européennes, au sein de la value, prennent à chaque fois très cher et elles sous-performent. Donc, mais c'est quand même elles qui ont porté la hausse depuis début août. Donc, c'est aussi les prises de bénéfices. Hein, les bancaires, les Accor, l'automobile, les Peugeot, les Renault, les Valeo ont pris 7, 8, 9, 10%. Elles repèrent 3. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vous propose de passer directement au graphique. Donc, c'est parti. Je vais pour cela donc mettre de côté la vidéo. Et puis, on va passer donc directement sur les graphiques, en espérant bien sûr que cela fonctionne normalement. Alors, ça, j'aurai la surprise de le découvrir une fois que ce sera terminé et on verra si ça a fonctionné. Je l'espère. Alors, c'est parti. Je vais tout de même, pour un peu d'interactivité, laisser… puis non, on va enlever ça. Je reviendrai juste après. Alors, c'est parti. Première partie, les actions européennes. Les actions européennes, on va les représenter ici à l'aide du cours du CAC 40, même si, en réalité, le contrat futur Eurostoxx 50 serait bien mieux adapté. Mais prenons-le. Vous l'avez sous les yeux, le contrat futur Eurostoxx 50. C'est un range depuis 2 mois. Les 3004, la frontière du rebond technique, sur le CAC 40, c'est 5002. Très bien. 5002, c'était la partie basse de l'ancien range de 2019. Le jour où on passe 5002, on rentrera dans l'ancien range 5002-5006. On voit parfaitement les rectangles. Hein. On avait 5006, 6002, 5006, 5002. Et là, on fait du 4007, 5002. Voilà, c'est vraiment un système comme ça de palier. Donc, depuis début août, ça monte les actions européennes. Et les plus cycliques d'entre elles, regardez le CAC 40, depuis début août, au point haut de cette semaine, prenez carrément 7%. Eurostoxx 50, prenez lui 7,5%. Donc, les actions européennes sont haussières depuis début août. Alors, la séance d'aujourd'hui n'est pas terminée. Là, effectivement, elle est baissière. On amplifie largement la baisse de Wall Street. Ça, c'est étonnant, mais c'est parce que c'est lié à la composition. Voilà. On a beaucoup plus de grosses cycliques hors valeur technologique. Hein. Si on avait des cycliques du secteur techno, on ne baisserait pas autant. Donc, c'est vraiment lié à cela. Hein. Ce n'est pas lié à la remontée du taux de change euro-dollar. Bien sûr que la remontée du taux de change euro-dollar explique beaucoup de choses. Mais là, sur vendredi, par exemple, l'euro-dollar est inchangé. Il prend 0,13. Le CAC perd 1,80. Les États-Unis sont inchangés. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du taux de change euro-dollar. Mais bien sûr que ça joue beaucoup. Il suffit d'exprimer le CAC 40 en dollars US pour voir la différence. Donc pour cela, on fait CAC 40, on peut multiplier par l'euro-dollar pour voir à quoi cela ressemble. Donc, revenons à nos moutons. Les actions européennes sont haussières, mais au final, elles n'ont fait que balayer la partie basse vers la partie haute du range. Alors, on n'a pas rejoint la partie haute du range. Est-ce que c'est un fail? Est-ce qu'on a raté? Je pense qu'effectivement, là, le retracement est assez violent, mais je pense toujours que l'Eurostoxx 50 ira retester les 3400 points. Le sommet du rebond technique, alors là, si ça passe, on est parti pour davantage de hausse. Mais regardez par exemple là, le contrat futur, défense à Kijun-sen. D'ailleurs,
En Ishimoku, j'utilise le système Ishimoku, vous l'avez compris, j'utilise beaucoup ce système Ishimoku dans mon point de vue. La tendance, c'est l'association nuage-Kijun-sen. Regardons sur l'Eurostoxx 50. On a tenu le nuage, on a redépassé la Kijun, c'est un pullback. Et je pense pour ensuite aller chercher 3004. Sur le CAC 40, plus faible, moins propre, moins tradé par les institutionnels, on a quand même redépassé le nuage, ça fait pullback, là aussi. Il y a une mèche basse déjà. Le DAX, c'est beaucoup plus fort, mais là aussi, le double nuage, d'ailleurs, on avait récemment sur le contrat futur DAX, daily, weekly. Là, vous avez le daily en bleu, le weekly en vert. On a dépassé la Kijun, ça fait pullback. Donc, la séance de mardi n'est pas non plus techniquement une catastrophe. De vendredi, elle n'est pas terminée, vous allez me dire, effectivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est la composition de la hausse. La hausse du CAC, ici, de 7%, a été portée par les valeurs cycliques. Mais les valeurs cycliques, vraiment, le fond du fond de la value, les bancaires, l'automobile, d'ailleurs certaines valeurs automobiles ont tenté de dépasser leur sommet du rebond technique, et le tourisme, donc, il y a un attrait pour le risque depuis début août, pour ces actions européennes. Alors, qu'en est-il? Il faut regarder ces secteurs. Je vous propose de regarder tout d'abord le secteur bancaire. Le secteur bancaire européen, effectivement, depuis début août, est en hausse. Et donc là, j'estime en fait qu'on ne fait que retracer. D'ailleurs, on cherche à s'appuyer sur le bas du nuage daily. D'une certaine façon, le secteur bancaire recommence un peu à nous faire comme ils avaient fait fin mai ici. Donc, ça, c'est important. Je pense que là, les banques participent largement, elles ont surperformé dans la hausse, elles contribuent, et j'anticipe à ce que ce mouvement continue. Là, on défend un support. Il faut regarder en détail les bancaires du CAC 40, mais elles contribuent à l'eau. Le CAC 40, de toute façon, ne dépassera pas 5200 points sans les banques. Alors, il y a l'automobile. Là, il y a eu vraiment des choses plus intéressantes. Si vous allez voir les Peugeot, les Valeo, etc. Bon, l'automobile, là, c'est vraiment, c'est concret. Il n'y a pas plus cyclique et domestique zone européen que le secteur auto pour juger de l'attrait pour le risque et de l'attrait pour les actions européennes. Il n'y a pas plus domestique, il n'y a pas plus cyclique. Alors, l'automobile surperforme largement. D'ailleurs, l'automobile a déjà dépassé l'équivalent des 5200 points du CAC. Et la structure là est haussière. Donc, cette semaine, je retiens aussi ça. La construction technique haussière du secteur auto. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. Le jour, on voit bien. C'est une construction technique haussière. Là, on va reprendre appui sur Kijun Tenkan pour essayer de sortir par le haut, dépasser cette résistance. Et ça nous ramène un CAC à 5002. Donc, ça, je retiens ça de la semaine, chers auditeurs. Les bancaires, l'auto. Alors, pour le tourisme, regardons dans le CAC 40, Accor surperforme largement le CAC 40 depuis début août. Et là aussi, c'est intéressant. Regardez, on vient attaquer le nuage daily. On avait échoué à le dépasser ici. Donc là, si ça passe, c'est un vrai signal de poursuite du rebond. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse sur les actions européennes. Je voulais d'abord vous parler de ça. La séance de vendredi ne me fait pas peur. Depuis début août, c'est haussier, porté par les cycliques, les grandes cycliques européennes. Alors bien sûr, il va falloir qu'elles confirment dès la semaine prochaine pour envisager une nouvelle tentative d'attaquer la résistance à 5175, 5002 sur le cours du CAC 40. L'invalidation de tout ça, c'est où? Écoutez, je dirais que sur les niveaux actuels, il ne faut pas tarder à rebondir. Il faut vraiment tenir les 4950 du CAC. L'Eurostoxx 50, il faut vraiment tenir les 3280. Donc, c'est maintenant. Clairement, on ne peut pas clôturer sous les 3250 du contrat futur Eurostoxx 50. Le RSI repasserait sous 50 aussi sur le CAC. Donc, c'est maintenant le rebond. Sinon, c'est compliqué pour ce scénario. Ok, je continue. Troisième partie, le marché action américain. On va faire simple. Le contrat futur Eurostoxx S&P 500. C'est le mouvement que tout le monde attend depuis le début de la semaine. Quand est-ce que le S&P 500 fera à son tour un nouveau record historique? Il est tout prêt, il est tout prêt. Le contrat futur S&P 500 a comblé le gap baissier du 24 février. C'était le point de départ de la baisse. Regardez la partie haute du gap.
elle est ici, elle fait maintenant support à 33,28. On a pris appui cette semaine dessus. Et le record historique est ici, 3397, juste au-dessus. Moi, j'envisage qu'on y aille. Je pense que la presse n'attend que ça pour faire ses gros titres. Nouveau record historique du S&P 500. Donc ça, c'est le mouvement de la semaine. En tout cas, c'est l'attente de la semaine. Ce sera sûrement la semaine prochaine. Aller tester les records historiques du S&P 500. Donc ça, c'est très important. Bien sûr que si vraiment ça se crispe entre démocrates et républicains, c'est compliqué. Mais vous avez compris que Donald Trump, président des États-Unis, a maintenu l'aide hebdomadaire de $400 pour ces Américains qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus droit à aucune aide, par décret. Hein, donc, il a quand même maintenu, sinon ce serait une catastrophe sociale. Hein. Alors, voilà, pour le marché action américain, bon, le Nasdaq, écoutez, le Nasdaq, c'est du... Alors, je ne suis pas sur ma bonne disposition graphique. C'est aussi pour ça que là, je ne retrouve pas. Je vais y aller tout de suite. Mes indices, ils sont où les indices? Si, ils sont là, les indices. Mes indices sont ici. Donc, alors, le Nasdaq, voilà, encore au contact de ses records historiques. Que retenir de la semaine? Apple, nouveau record historique. Alors, attention, ça diverge. Mais les divergences sur les valeurs technologiques, généralement, ça ne se traduit que par un retracement. Mais tout de même, attention à ça sur Apple. Regardez pour mesurer le surachat aussi l'écart Tenkan-sen-Kijun. Le surachat en Ishimoku, immédiat court terme, c'est l'écart entre le prix et la Tenkan-sen et l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun. Là, il y a surtout l'écart Tenkan-sen-Kijun. Attention, mais bon, ça reste haussier. Est-ce qu'on aura une vraie rotation en faveur des valeurs classiques? On voit que les capitaux restent hyper sélectifs et continuent d'aller sur le Nasdaq. Il fait régulièrement des retours, hein, attention, le Nasdaq, hein, je vous le remontre ici, régulièrement des retours. Regardez comment la Kijun Daily accompagne le marché. Donc, voilà ce qui me semble important pour les indices. C'est tout ce que je voulais dire, moi, sur le marché action américain. On n'en dirait pas davantage. Alors, je vais continuer. Je vérifie quand même que ça fonctionne encore. A priori, oui. Donc, c'est parti. Alors, quatrième partie. Or, argent. Or, argent, cette semaine, il s'est passé quelque chose. La séance du 11 août, après avoir atteint les $30 sur l'argent métal, en mensuel, c'est fantastique, hein, l'argent métal. Hein. On a donné les mêmes signaux, vous l'avez compris, depuis plusieurs semaines que 2010. Plus fort encore, $26 semble déjà faire support cet énorme niveau mensuel, mais on atteint les 30, ça a vendu. Alors, on a eu pareil sur l'or, un gros rejet, mais c'est sans lendemain. Regardez, vous avez cette ligne de tendance là sur l'or, et les $1920 sont repris. Les $1920 sont support. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les anciens records historiques. Regardez en mensuel, 1920. Donc, ça reste aussi. Alors, que s'est-il passé en début de semaine? On a un range Tenkan-Kijun, hein, ça va être important à surveiller, j'aime bien ça. L'argent, lui, on est déjà sorti par le haut. Donc, il s'est passé quoi? Eh bien, je vais aller vous chercher les datas. Ce qu'il s'est passé, c'est que les institutionnels, alors on peut aussi dire, c'est un peu les informations qui circulent, les banques centrales vendraient aussi pour décourager le placement sur l'or et l'argent, mais en fait, les institutionnels, ils payent depuis ici, même depuis là. Alors comment je le sais? Parce que je regarde les données de la CFTC. Le régulateur américain des contrats futurs. Et donc, sur l'argent, métal, les contrats futurs et contrats d'options des money managers, en prenant futurs et options, et en se mettant sur 6 mois. Voilà depuis quand les institutionnels payent, depuis mai. Et depuis début août, il y a eu quelques prises de bénéfices. Voilà à quoi est due la baisse.
les prises de bénéfices, mais rien de catastrophique. Ça reste haussier. Donc, je voulais surtout vous montrer ça. La hausse des métaux précieux est portée par le flux institutionnel. Là, vous avez l'exemple des contrats futurs d'adoption des money managers, des asset managers sur l'argent métal. Donc, toujours tendance haussière, potentiel énorme, bien sûr. 50 $, je pense, déjà 34, 35 $ sur l'argent métal, probablement 50 d'ici à la fin de l'année. Par contre, beaucoup de volatilité, attention, lorsque l'argent en une séance fait 26, 23, vous voyez tout de suite ce que ça représente. Mais voilà, en tout cas, les métaux précieux restent haussiers. L'euro-dollar, que dire sur l'euro-dollar? On sait qu'il a rejoint récemment une oblique mensuelle de résistance. Alors, l'euro-dollar en mensuel, la hausse a commencé sur une oblique mensuelle et on a atteint une oblique mensuelle. Depuis, ça marque le pas. J'ai reporté l'oblique mensuelle ici sur le graphique journalier. Vous l'avez là. Et on voit bien que le marché fait un range. L'euro-dollar n'est pas passé d'haussier à baissier. L'euro-dollar est rentré en range. C'est la stabilisation du dollar US aussi. Alors, ce range, qu'en est-il? Est-ce un range de sommet? Va-t-on vraiment retracer ou de continuation vers un 25? C'est très ouvert. Vous voyez le range 1,17, 1,19. On avait eu cette semaine une cassure de Tenkan. On n'est pas allé à la Kijun. Regardez en H4 une explication. En H4, eh bien, on avait basculé sous le nuage, mais la lagging span, elle, était neutre. Et c'est un range, un trading range, qu'on a aussi d'ailleurs sur, globalement, le dollar face aux devises européennes. On le retrouve ici sur le GBP USD. Donc ce range, soit c'est un range de continuation, soit on prépare un triple top. Dans tous les cas, tant que l'euro-dollar ne casse pas 1,1695, 1,17, pas de correction, pas de pullback à 1,15. Donc, il ne faut pas chercher à imposer au marché un scénario qu'on voudrait. Les faits, 1,1695 tient encore. Donc, pour le moment, eh bien, on peut envisager un retour à 1,19, le haut du range. Alors, attention, parce que l'oblique mensuel dont je vous parle, on est vraiment collé dessus. Vous avez aussi un autre niveau important, 1,1815. Vous allez me dire d'où ça sort. 1,1815, c'était ce niveau-là. À l'époque, un piège technique, fausse épaule, tête épaule inversée. Donc, on est vraiment en train de le travailler avec l'oblique mensuel. Et si vous regardez en H4, c'est un vrai niveau. Regardez, les 1,1815 déclenchent des impulsions. Et là, ça semble déjà faire support. Donc, plutôt un range. Dans quel sens allons-nous en sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un range de continuation ou est-ce qu'on nous prépare une sorte de figure de sommet pour retracer un 15. Je ne sais pas encore. Mais voilà, il faut noter ça cette semaine. C'est l'apport technique de la semaine, la création de ce range sur l'euro-dollar. Pour les crypto-monnaies, alors les crypto-monnaies, petite publicité, j'en fais le suivi tous les jours sur la chaîne YouTube de TradingView France. Donc moi, ce que je retiens cette semaine des crypto-monnaies, je ne vais pas la faire le tour d'horizon technique de toutes les cryptos, c'est l'entrée dans le top 5 des capitalisations boursières de Link, la crypto dont tout le monde parle, qui s'envole. Alors attention, hein, mais c'est la crypto dont tout le monde parle. Vous avez ici donc, voilà, Link arrive, elle est numéro 5 maintenant en termes de capitalisation boursière. Donc ce n'est pas rien. Et les traders cryptographiques s'y intéressent fortement. Donc voilà, ça c'est le fait de la semaine sur les cryptos. Vraiment Link qui a, je vais vous montrer le chart. Link. Voilà, c'est quand même le mouvement de la semaine sur le marché cryptographique. Analyse technique du BTC reste haussière. On a même sur divergence haussière cachée. Premier support 11.003. Les cibles, elles sont ici, les niveaux 2019. Voilà. Je n'en dirai pas davantage. Vous avez vraiment plus de détails sur la chaîne YouTube de TradingView France. Eh bien, chers auditeurs, ainsi s'achève ce point de marché, cette revue hebdomadaire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Merci à la FAT de la confiance qu'elle m'accorde. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.